Ce soir, nous nous penchons sur les 12 habitudes les plus déplorables d'Henri VIII, tristement surnommé le roi sanguinaire en raison de ses 6 mariages tragiques. Imaginez-vous blotti dans un cadre douillet, tandis qu'une brise glaciale pénètre les murs de pierre anciens, faisant craquer doucement votre fauteuil. Des arômes de vin puissants et de nourriture avariée flottent dans l'air, prélude aux horreurs à venir. Si vous êtes intrigué et appréciez mon contenu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Veuillez indiquer votre localisation et l'heure actuelle. Pour vous préparer à notre voyage, baissez les lumières, utilisez peut-être un ventilateur pour le bruit de fond et embarquons ensemble pour cette exploration glaçante. Une fois les lumières tamisées et le doux bourdonnement du ventilateur emplissant la pièce, nous pénétrons dans le royaume silencieux de la cour Tudor où ses secrets les plus profonds sont voilés, attendant d'être découverts. Dans la brise fraîche de la nuit, la silhouette fantomatique d'Henri VIII se matérialise, mélange de grandeur et de mélancolie, un souverain suffisamment puissant pour restructurer les institutions religieuses, mais impuissant à empêcher le déclin désastreux de sa propre chair. Henri VIII, le célèbre monarque Tudor, était vénéré non seulement pour ses prouesses tactiques et son sens politique, mais aussi pour sa détermination inébranlable à défendre le trône. Né dans des étoffes luxueuses et doté d'un pouvoir absolu, il comprit rapidement que la force ne cédait pas à la soumission. Pourtant, son objectif le plus ambitieux n'était pas la conquête territoriale. Abandonnant toute restriction pour garantir un héritier mâle unique à la succession de son royaume, la séparation d'avec le pape était plus qu'une révolution religieuse. C'était un défi audacieux à la domination romaine. Lorsque Catherine d'Aragon ne put lui donner d'héritier mâle, Henri VIII créa l'Église d'Angleterre, légitimant son divorce et cherchant de nouvelles épouses. Cette action remodela l'histoire, mais attisa l'animosité et une profonde discorde au sein du royaume. Cependant, la cruauté d'Henri ne faiblit pas. Il transgressa toutes les normes morales en ordonnant l'exécution de ses 2 premières épouses. Les accusations portées contre Anne Boleyn et Catherine Howard portaient qu'il a moins sur l'adultère ou la trahison que sur les conséquences inévitables de l'ambition, les abandonnant dès qu'elles ne servaient plus sa quête d'un prince héritier. Ces simulacres de procès, fondés sur de fausses preuves et des accusations fabriquées de toutes pièces, renforcèrent l'idée d'un roi prêt à éradiquer tout obstacle à ses volontés. À son apogée, Henri VIII était admiré pour sa robustesse et son allure divine, surpassant les autres têtes couronnées européennes. Pourtant, ces glorieuses réussites ne purent occulter le malheur qui le frappa plus tard. Miné par une santé déclinante, un tempérament incontrôlable et un désir irrésistible d'héritier, le monarque autrefois vénéré se transforma en une figure de plus en plus impitoyable. Dans ses dernières années, Henri mena une existence solitaire, ses serviteurs fuyant l'ulcère persistant et nauséabond de sa cuisse droite, une plaie qui devint putride et infecte, dont l'odeur s'infiltrait dans 3 chambres. Le mélange de pourriture, de bon vin et de puissants parfums de cour créait une ambiance oppressante, obligeant quiconque à porter son mouchoir à son nez pour étouffer des sensations nauséabondes. Son corps dépassa les 180 kilos, son tour de taille dépassant les 3 mètres, obligeant le palais à élargir les portes et à installer des poulies pour son transport. À chaque pas, l'agonie résonnait comme un chant funèbre lugubre. Les gémissements de sa blessure rappelaient brutalement que la richesse ne pouvait acheter un corps robuste. En ces derniers jours sombres, les gens se demandaient, ces choix impitoyables, étaient-ils le prix d'une autorité débridée ou le pouvoir incontrôlé lui-même avait-il précipité un homme dans l'autodestruction? La prochaine série exposera 12 vérités macabres sur Henri VIII. De ses habitudes sordides et sa mentalité paranoïaque à ses manœuvres politiques froidement calculées, chaque vérité est une révélation glaçante qui vous fera frémir à la simple évocation de son nom. Cette exploration plonge dans le vrai visage d'un roi Tudor tout en rappelant le côté corrompu d'un pouvoir illimité. Préparez-vous à la suite, une série de tragédies à vous glacer le sang, 12 chapitres, chargé de tragédies, 12 haches transperçant les frontières de morale et 12 souvenirs obsédants d'un monarque sanguinaire. Nous ne nous contentons pas de raconter l'histoire, nous contemplons la cruelle morsure du pouvoir qui nous dépouille de notre humanité. Embarquons ensemble pour ce voyage en commençant par le premier chapitre. Alors que le lourd rideau du 2e chapitre s'abat, nous nous préparons à affronter la première vérité, un dénouement tragique qui marque la disparition d'Henri VIII de la manière la plus révoltante et la plus macabre. En cette nuit sinistre, la chapelle Saint-Georges était silencieuse, vide de musique et de rituels sacrés. La lueur des bougies vacillait, s'accrochant à un ultime et faible espoir. Sur le sol de pierre froid gisait le corps gonflé d'Henri VIII, si grotesque que ses somptueux vêtements semblaient tordus et déformés. Sa peau s'assombrissait et se tendait comme des ballons gonflés à bloc, se gonflant à chaque respiration,
comme si une tempête interne d'organes faisait rage en dessous, expulsant un pus jaune épais et un sang d'un rouge cramoisi profond de sa blessure gangrenée. L'odeur nauséabonde de la décomposition emplissait l'air si fortement que même le silence répandait son odeur nauséabonde dans le sanctuaire. Les murs de pierre semblaient l'année respirer à chaque vague de vapeur nocive, la mousse s'accrochant comme des observateurs réticents à cette fin macabre. Les assistants qui passaient trébuchaient, leurs mouchoirs tremblants contre leur nez, luttant contre des vagues de nausées. À plusieurs reprises, ils se détournèrent, alarmés, les yeux rougis par les larmes, comme s'ils contemplaient la silhouette déchirée d'un roi Tudor dans l'ombre. Sous le cercueil, des chaussures de cuir autrefois cirées gisaient, négligées. Trempés d'urine et de pus, même les bijoux les plus précieux ne parvenaient pas à couvrir le craquement des os lorsque le corps était hissé sur le cercueil. La lueur vacillante des bougies ne dissipait pas l'obscurité, mais mettait en lumière chaque fissure de la chair, créant une carte miniature de l'enfer, la cuisse droite servant de centre de tous les tourments. La légende raconte que lorsque le couvercle du cercueil fut soulevé pour transporter le corps dans la crypte, un chien errant s'y glissa et lécha les liquides suintants. Le pouvoir d'Henri VIII fut condamné par cet acte. Une humble créature se nourrit hardiment de son essence restante, et le bruit de ses griffes, raclant la pierre, glaça la cour animée, réduisant tous au silence dans une révérence étrange. À cet instant, les murs du tombeau semblèrent se resserrer, dévorant chaque regard. Le pus qui coulait sur la pierre froide résonna comme un triste carillon funéraire. Peut-être même, ces murs de pierre reconnaissaient-ils que le pouvoir d'Henri VIII se limitait au parchemin et au trône, et non au domaine de la décomposition. Son cadavre en était la preuve la plus évidente. Une domination pompeuse ne pouvait contrecarrer les lois de la nature qui s'aggravaient. Dans la chambre étouffant, le vide s'infiltrait dans chaque recoin, les meubles finement sculptés se tenaient muets, soumis au malheur de celui qui occupait autrefois la plus haute position. La lueur vacillante des bougies projetait un paysage lugubre. Le grand monarque n'était plus qu'un vase creux, son odeur servant de sombre rappel à ceux qui aspiraient au pouvoir. Le seul bruit audible était la respiration faible et laborieuse des gardiens de la crypte. Ils baissèrent la tête, tremblant de honte, se sentant coupables d'avoir servi un souverain aussi puissant et d'avoir vu son corps se désintégrer dans la cruelle caricature de la nature. L'un d'eux toucha délicatement la tache humide, laissant une épaisse marque jaune au bout de ses doigts. Avec le temps, cette tache resterait gravée dans tous les esprits comme le symbole durable d'une dévastation totale. Si la conscience d'Henri VIII vacillait encore, elle devait faire écho à un tourment insupportable caché sous le linceul. Il ne pouvait échapper à la décomposition. Le gonflement, l'odeur nauséabonde, le goutte-à-goutte du liquide exsudé, tout cela se combinait dans un cauchemar sans fin. Dans ses derniers souffles, son esprit semble frémir à la révélation que tous ces décrets impitoyables, chaque vie arrachée à sa quête d'un trône éternel, ne lui assuraient pas l'immortalité. Cette fin abominable sert de sombre avertissement sur les contraintes du pouvoir absolu. Chaque goutte de puce, chaque trace de sang, chaque morceau de chair qui se séparait révélait une vérité indéniable. Un roi peut restructurer les institutions et décapiter ses adversaires, mais il ne peut altérer son corps ni défier les règles de vie et de mort. Les spectateurs se détournèrent en murmurant « Fus Baal », leur bouche osait à peine bouger, de peur qu'un seul souffle n'attire l'odeur nauséabonde vers leurs poumons. Cette nuit est passée, mais sa résonance persiste à perpétuité, même sous un voile de quiétude. Le palais Tudor conserve encore l'odeur de la décadence et les échos fragiles de la mort d'Henri VIII. Dans chaque cœur demeure la même question obsédante. Après que la décadence et la mort ont anéanti le pouvoir et la chair, ne restera-t-il que le sombre récit d'un roi obsédé par le sang, où le symbole éternel qu'au zénith de sa domination, l'homme est impuissant face à la loi immuable de la nature, après le spectacle terrifiant de sa fin décadente? Nous nous concentrons sur la deuxième vérité, la plaie gangrenée qui refuse de guérir. Le corps et l'âme d'Henri VIII sont prisonniers d'un tourment sans fin et impitoyable. En janvier 1936, sous le brouillard glacial de Greenwich, Henri VIII fut désarçonné de son cheval par une blessure mortelle de lance. En reprenant connaissance, il trouva sa jambe droite trempée de sang, la chair affaissée, suintant un pus jaune qui pulsait à chaque respiration. Le monde semblait s'arrêter, la brume rampant le long du chemin, givrant les toits brillants, des chevaux lointains hennissant faiblement à travers un champ vide, le vent spectral faisant bruisser les branches nues à l'extérieur, comme s'il tentait d'étouffer les cris tourmentés de la blessure. Lors de la nuit inaugurale, Henri souffrit plus intensément que jamais. Une lampe à huile dans la tente du chirurgien militaire lui déforma la vue, tandis qu'une pommade, lâchée par Henri en tremblant, tachait le parquet.
Le chirurgien chauffa le fer jusqu'à ce qu'il atteigne un rouge vif et l'enfonça dans la plaie, emplissant l'air de fumée et créant une ouverture carbonisée. Chaque grésillement résonna comme un cri primal dans la chair d'Henry, perturbant le silence tendu. La lueur intermittente de la lampe gravait de profondes rides sur son visage jusque-là vierge de toute marque, nourrissant la douleur au plus profond de son être. Les jours suivants, l'arsenic et le mercure devinrent des alliés indésirables. À chaque fois, une pâte corrosive se répandait sur sa peau. L'odeur métallique âcre s'amplifia de façon exponentielle, imprégnant chaque pore et rappelant à Henry qu'il ne s'agissait pas d'une épreuve passagère, mais d'une condamnation à mort qui persistait au-dessus de sa jambe. La douleur déchirait ses fibres sensorielles telle une violente tempête, le poussant à crier de folie, à trébucher dans les couloirs du palais avant de s'effondrer à nouveau contre les murs de pierre glacée. La cour tressaillit au son de son agonie qui résonnait dans les couloirs. Personne n'osait s'approcher. Des linges imbibés de vinaigre et d'alcool de riz étaient enserrés contre leurs narines, mais l'odeur s'infiltrait toujours, comme si elle cherchait à leur voler leur souffle. Quiconque manifestait la moindre trace de dégoût était promptement réprimandé, se voyant rappeler que sous le trône, toute vie doit se soumettre. Dans les pensées d'Henri, la désolation le transperçait comme une pointe acérée. Autrefois salué comme le prince bien-aimé qui marchait gracieusement sur des tapis cramoisis, saluant ses sujets, il n'entendait désormais que le craquement écœurant des os tendons et chairs se tordant sous son propre fardeau. Dans la faible lueur vacillante des bougies, des fragments de peau pelée représentaient Hélène Carnet nuit après nuit dans le sanctuaire de guérison. Le sommeil lui échappait, il se retrouvait souvent près de la fenêtre givrée, contemplant les jardins royaux enneigés et leurs branches squelettiques s'étirant vers le ciel. Le chant lugubre du vent résonnait dans les branches. « Tu ne guériras jamais ?» Chaque rafale qui secouait les vitres semblait marteler la réalité de sa blessure à chaque inspiration. Son corps immobile enflait, mais l'infection ne faisait que s'aggraver, provoquant la pourriture des tissus. L'odeur nauséabonde rappelait constamment la domination de la nature. Henri traça prudemment la cicatrice, des frissons lui parcourant l'échine. Il se demandait si son corps pouvait se décomposer à ce point. Son esprit parviendrait-il à maintenir ne serait-ce qu'une lueur, ou la souffrance physique avait-elle déjà anéanti toute foi et tout espoir? Le désespoir l'envahissait. Voyant ses serviteurs s'éloigner précipitamment, il reconnut que le respect qui l'entourait autrefois s'était transformé en peur. Chaque regard circonspect, chaque retrait furtif lorsqu'il leva la jambe témoignait de son désespoir. L'autorité ne pouvait guérir la chair, et un trône ne parvenait pas à empêcher la décomposition de ronger son membre. Alors que le chirurgien s'approchait avec d'autres instruments métalliques et des remèdes corrosifs, Henri n'eut pas besoin de voir pour discerner qu'il s'agissait d'une nouvelle attaque d'acier et de produits chimiques. Il trembla, les lèvres entr'ouvertes comme pour dire « J'ai eu tort de croire que je pouvais tout contrôler par le pouvoir ». Son soupir résonna contre les murs de pierre, la complainte douloureuse d'un roi aliéné de sa propre humanité. Dans un sommeil agité, Henri entendit la pluie claquer sur le toit de tuiles. Chaque goutte tombait sur la pierre avec un bruit sourd, semblable à du pu, le réveillant en sursaut, un frisson lui parcourant l'échine. La pluie pouvait nettoyer la saleté, mais cette blessure ne ferait que s'élargir sans jamais se cicatriser. Elle le frappa alors. Ce tourment ne ressemblait à aucun châtiment terrestre. De l'intérieur, quelque chose ruinait complètement son pouvoir et son prestige. Sous cette pluie hivernale, la nature semblait compatir avec Henri. Des feuilles jaunies voltaient sans but, des éclairs éclairant momentanément des branches désolées. La disparition progressive de chaque feuille tombée faisait écho à la détérioration irréversible d'Henri, couche après couche, irrémédiable. Sur un mur recouvert de mousse, la pluie sculptait des taches sombres, formant une fresque sinistre de dévastation, rappelant de manière frappante la lésion qui consumait sa chair jour après jour. Henri n'était plus le monarque dominant, mais la victime d'un tourment implacable. Chaque vague d'agonie déclenchait un nouvel accès de colère, le rendant cruel et prompt à la colère. Le palais autrefois magnifique se transforma en prison, où la blessure à sa jambe dominait chaque recoin. L'atmosphère de sa chambre de guérison était pesante, aussi épaisse que le brouillard enveloppant. Les pierres buvaient de l'humidité, la mousse se répandait sans contrôle, chaque tache sombre reflétant l'état d'esprit désespéré d'Henri. L'odeur entêtante des désinfectants ne parvenait pas à masquer la puanteur de la décomposition, mais l'amplifiait, mêlant souffrance physique et profonde désolation émotionnelle. Finalement, Henri VIII comprit que cette gangrène était le reflet du cauchemar incurable qui rôdait en lui. Il redoutait un avenir sans héritier, mais plus angoissant encore était l'idée que ses blessures resteraient gravées à jamais dans sa conscience. Un rappel constant du prix du pouvoir et de l'ambition. Telle est la deuxième vérité.
La plaie gangréneuse qui ne guérit jamais, ravageant non seulement le corps, mais déchirant son cœur, marquant à jamais la vie d'Henri VIII. Le souvenir obsédant de cette plaie gangréneuse, incurable, poursuit Henri VIII, alors qu'il plonge dans une nouvelle tragédie, la troisième vérité, l'obésité choquante, où tourments physiques et soif de pouvoir s'entremêlent, le entraînant dans une spirale incontrôlable de prise de poids excessive. Au début, Henri conserva une silhouette impeccable, une silhouette élancée de 35 tours, une silhouette ciselée de guerrier, marchant majestueusement dans les salles du palais. Cependant, une blessure à la jambe, souvenir macabre de la joute de 1136, l'avait transformé en prisonnier de son propre corps. Sa jambe droite ne pouvait plus supporter son poids, obligeant Henri à passer toute la journée assis, dépendant de ses serviteurs pour le transporter à l'aide de poulies. Progressivement, son corps absorba une quantité énorme de nourriture, environ 5000 calories par jour, composée uniquement de rôtis de bœuf rouge vif, d'un assortiment de vin fin et de bières mousseuses. Les légumes verts étaient rares à sa table, remplacés par toutes sortes de viandes grasses et onctueuses, arrosées de fromage et de sauces relevées. Chaque morceau de viande dégoulinante glissait dans sa gorge avec un plaisir fugace, ne faisant que fatiguer son pancréas. Le sang coulait chaudement dans ses veines comme du carburant, mais il ne faisait qu'alimenter la croissance inflexible du tissu adipeux. Les grands banquets éclairés aux chandelles se transformèrent en spectacles de faim insatiable, tandis qu'un serviteur sirotait un calice. Henri n'en consomma que la moitié, vidant le reste sur un plateau près de lui pour éviter de se lever. Au fil du temps, le pourpoint qui serrait autrefois sa silhouette musclée s'élargissait jusqu'à frôler la déchirure. Le palais nécessitait des artisans qualifiés pour créer de l'espace. Les portes furent élargies, les couloirs agrandis et les vieilles tapisseries retirées. Un système de poulies sur mesure fut construit pour le transporter d'une pièce à l'autre. Ces matelas furent remplacés par d'épais sommiers à ressort, équipés de leviers mécaniques permettant d'ajuster sa tête ou son cadre selon les besoins. Chaque fois qu'on le déplaçait, son lit-cercueil roulant vibrait devant des sculptures ni sépultures complexes, rappelant constamment qu'il n'était pas un sujet ordinaire, mais qu'il avait perdu sa liberté personnelle. Dans l'esprit d'Henri, chaque couche de graisse supplémentaire érodait son dernier espoir de dignité. Son regard chercha le guerrier qu'il était autrefois, mais ne vit qu'une silhouette boursouflée, coiffée d'un bonnet à plumes. Chaque hochement de tête résonnait étrangement, comme un battement de tambour profond qui résonnait en lui, lui rappelant de conserver une allure royale malgré son corps déclinant. L'arôme de viande en train de cuire et de bière fermentée flottait encore dans l'air lorsqu'Henri prit une profonde inspiration. La forte odeur de steak grillé et de bière fraîche emplissait ses voies nasales, provoquant une hyperactivité de ses glandes sudoripares. Des gouttes de sueur perlant sur son front, son col trempé, mais aucun parfum élégant ne pouvait masquer l'âcre odeur de graisse brûlée. Les murs du palais, autrefois ornés de carreaux émaris représentant des scènes mythologiques, semblaient expulser la puanteur graisseuse. Comme repoussé par l'assaut de la viande, ce désir physique se transforma en une faim spirituelle. Henri comprit qu'il avait besoin de plus qu'une nourriture extravagante. Il aspirait au pouvoir, à la sécurité de sa dynastie et à la libération de son incurable agonie. Chaque repas intensifiait son désespoir, tandis qu'il observait sa silhouette monumentale projetée sur le mur, silhouette héroïque réduite à une masse de chair pesante dans le miroir. Les nuits se succédaient, et Henri était allongé sur son lit mécanique, écoutant le cliquetis des poulies résonner comme des pas vers l'oubli. Pourtant, sous ses couvertures de soie, l'homme sans le sou ne trouvait aucun réconfort. Un silence l'entourait, ponctué seulement par sa respiration haletante et une fatigue accablante. Il ferma les yeux, imaginant le prochain repas à 5 calories zéro, mais le dégoût de soi le gagnait comme si un excès de graisse s'était infiltré en lui. Un domestique lui rapporta ses statistiques de santé. Hypertension artérielle, rythme cardiaque irrégulier, inflammation rouge de la goutte aux orteils et signes de prédiabète qui colorétient son sang. Henri lisait ces chiffres avec détachement, comme s'ils n'étaient pas les siens. Il avait déclaré un jour « Si nous cherchons la guerre, il nous suffit d'une armée ». Cependant, il comprenait désormais qu'une armée ne pouvait combattre ses artères de boucher ni ses artères coronaires obstruées. Chaque brise, traversant les grandes fenêtres, résonnait d'histoire, murmurant « Le pouvoir n'apporte pas la liberté ». Il égare. Il aspirait aux jardins royaux florissants de fleurs où d'épaisses vignes entouraient sa statue, liant désormais le piédestal comme des chaînes, l'empêchant de s'échapper. Les feuilles verdoyantes du jardin semblaient implorer son équilibre. Pourtant, Henri ne voyait que des membres flasques capables de saisir l'impuissance. Dans une transe sombre, Henri fut réveillé en sursaut.
Une rose jaune, fanée, gisait sur son lit, laissant un résidu collant comme l'huile de son propre corps. La pluie tambourinait sur le toit de la cour, le brouillard s'infiltrait par les fissures, la nature elle-même déplorant sa monstrueuse constitution. Pourtant, cette forme même devint son arme ultime. Sa masse dissuadait tout assassin potentiel, forçant Henri à imposer le respect de loin. Le pouvoir s'exerçait davantage par décrets et listes que par réunions informelles. Chaque conseil se réunissait sur une estrade surélevée, où Henri II siégeait apparemment distant et inaccessible tel un empereur au sommet d'un pinacle glacé. Le palais Tudor, autrefois rayonnant de pouvoir, se transforma en une cellule de désir et de tourment. Ses toits rutilants ne parvenaient pas à masquer l'odeur de graisse. Ses tapis moelleux ne parvenaient pas à apaiser sa respiration laborieuse. L'atmosphère se figea autour de lui, comme un iceberg englobant l'âme d'Henri. Dans un rare éclair de lucidité, Henri II reconnut la réalité. Son obésité n'était pas seulement la conséquence d'une indulgence incontrôlée, mais la manifestation de ses péchés et de ses compulsions. Chaque excès de graisse représentait une nouvelle couche de culpabilité. Culpabilité envers ses anciennes épouses, envers sa famille, envers les idéaux mêmes qu'il chérissait autrefois. Cela prouvait qu'une ambition débordante peut prendre une forme monstrueuse et destructrice, allant jusqu'à dévorer ce qu'elle vénérait autrefois. C'est la troisième vérité. Une obésité sans précédent ravagea le corps d'Henri VIII et étouffa son esprit, transformant cette figure, autrefois majestueuse, en une entité solitaire enveloppée d'une chair abondante et d'une agonie incessante. Pourtant, alors que les tourments physiques et l'excès de graisse commençaient à s'estomper, nous sommes confrontés à une blessure encore plus perfide. La vérité se révèle à sa quatrième dimension, un traumatisme crânien et l'émergence de la tyrannie. La violente chute de cheval de 1536 infligea plus qu'une jambe cassée à Henri VIII. Elle laissa une marque indélébile dans son psychisme, le propulsant du statut de prince noble au tourment personnel qu'il avait lui-même créé. Ce jour, fatidique à Greenwich, le bruit des sabots emplit l'air avant que le silence ne s'installe. Henri fut projeté au sol, inconscient pendant plus de 2 heures. À sa reprise, il se retrouva entouré de ses assistants, les oreilles bourdonnantes, la tête qui tournait comme s'il était ivre. La lanterne vacillante révélait une grimace sur son visage, rappelant à quel point ses pensées avaient dévié violemment de leur chemin. Immédiatement après sa convalescence, Henri n'était plus l'homme sûr de lui qu'il était autrefois. Le palais semblait également percevoir ce changement. Au lieu de raisonner de sa démarche assurée, les couloirs résonnaient désormais du bruit incertain de ses pas hésitants alors qu'il tentait de se relever. Les murs ornés, qui respiraient autrefois la royauté, devinrent étranges et imposants, semblant abriter des lames invisibles pointées sur l'esprit vulnérable du roi. Certains historiens suggèrent aujourd'hui que cette lésion cérébrale non diagnostiquée privait Henri de sa maîtrise émotionnelle, là où autrefois une phrase douce ou un sourire tendre pouvaient apaiser sa colère. Plus tard, sa rage surgit sans provocation, explosive et imprévisible comme une éruption volcanique soudaine. La moindre critique pouvait déclencher sa fureur, le poussant à ordonner des exécutions sans pitié. La nuit, Henri se réveillait fréquemment de rêves agités, les yeux fixés sur un clair de lune sur la voûte, hanté par l'anxiété. Se demanderait-il si l'image blafarde de la fenêtre était une version idéalisée de lui-même ou un fou délirant complotant pour s'emparer du trône? Les vents hurlants qui parcouraient les fissures élargies accentuaient sa peur des adversaires invisibles, hérissant chaque mèche de ses cheveux. Lors des réunions du conseil, le regard d'Henri, autrefois embrasé par une autorité résolue, s'assombrissait. Son regard ressemblait à une lame glacée prête à trancher quiconque osait douter ou hésiter. Il ignorait les conseils de ses conseillers et infligeait des sanctions rapides et sévères, inspirées par la paranoïa qu'il était le seul à ressentir face aux menaces qui pesaient sur son trône. Chaque décret politique portait désormais le froid d'une tempête sanglante, marquant le début d'une ère de tyrannie que l'histoire n'effacerait jamais. Chaque fois qu'il franchissait les murs de pierre froid, Henri sentait son cœur battre comme un tambour de bataille. Il détestait le sentiment de perdre le contrôle de son propre esprit, les fragments déformés de son enfance, de ses parents, de romances larmoyantes se transformant désormais en ressentiment au lieu de réconfort. Certains prétendent qu'un jour, il lança une plume contre un mur et hurla à propos d'un détail insignifiant d'un document judiciaire dans la bibliothèque royale, marquant ainsi une époque où le palais s'était transformé en un labyrinthe psychologique. Les ombres emplissaient chaque recoin, drapant d'anciennes statues qui semblaient s'animer. Henri observa son ombre déformée sur les murs et les miroirs, incarnant la soif de sang et la paranoïa. Il comprit qu'il était victime d'un conflit intérieur implacable, où l'adversaire le plus redoutable n'était pas une force extérieure, mais le mal qu'il avait subi. Dans la solitude,
Henri barricadait ses fenêtres et s'immergeait dans l'obscurité pour se protéger des bruits, mais le tumulte de ses pensées persistait. Le bruit d'un fouet claquant sur la peau résonnait à travers les murs, vestige des sévères châtiments infligés à ses serviteurs. Chaque bruit, filtrant à travers le seuil, lui rappelait que le pouvoir absolu alimentait sa paranoïa grandissante, rendant difficile la distinction entre alliés et adversaires. Sa colère montait en lui, reflétant la gangrène qui avait ravagé son corps auparavant. Soupçonnant tout le monde, ministres, généraux, voire sa famille, Henri refusait toute rencontre privée et cherchait à confirmer l'acte de naissance de son fils illégitime. Il cherchait à éradiquer tout signe de rébellion. Des tapisseries autrefois respectées dansaient désormais dans son champ de vision, tels d'immenses points d'interrogation. Au bord du gouffre, même le tic-tac régulier de l'horloge de la bibliothèque ne lui apportait aucun réconfort. Chaque tic-tac résonnait comme un compte à rebours, non pas vers la paix, mais vers la désintégration mentale. Henri déplorait que si cette folie persistait, le royaume sombrerait dans l'anarchie. Il planifiait des arrestations clandestines la nuit et écrasait la dissidence, comme s'il cherchait refuge au milieu de sa propre tempête de chaos. Les bougies dans ses appartements perdirent leur éclat et devinrent pâles et cendrées, reflétant peut-être l'endurcissement de son cœur. Parfois, la cire semblait murmurer des souvenirs de journées remplies de rires, partagés avec des amis, d'étreintes échangées avec sa femme. Pourtant, ces murmures ne firent qu'intensifier son désespoir. Désespoir né de la perte de sa compassion intérieure, remplacée par le spectre d'un tyran. Lors d'une réunion glaçante du Conseil, Henri ordonna brusquement l'exécution d'un haut fonctionnaire pour une erreur anodine dans le scellement d'un document. La hache de précision du duc résonna comme le glas d'une époque. Les témoins racontèrent qu'après le coup, Henri resta assis en silence, le regard fixé sur le plafond majestueux, cherchant des réponses d'en haut, bien que son esprit fût pris au piège de conjectures complexes de complots secrets. Et à cet instant, nous assistâmes à la terrible métamorphose d'un roi autrefois admiré pour ses vertus. Henri VIII s'était engagé sur la voie d'un despote, où la rationalité succombait à des décrets impitoyables. Quatrième vérité, la confiance et la loyauté s'érodèrent à cause de sa lésion cérébrale, plongeant toute une dynastie dans une terreur obscure. Sa force mentale s'affaiblit, marquant la transition tragique d'Henri VIII d'une position resplendissante au royaume trouble de sa propre conscience tourmentée, l'empire de son tourment intérieur. De ce début tyrannique déclenché par une lésion cérébrale, Henri VIII s'enfonça davantage dans la vérité numéro 5. La paranoïa et une colère sanguinaire. Son esprit fut assailli par de sinistres apparitions de complots, transformant la suspicion en une arme implacable qui sema le chaos à la cour. Son humeur s'enflamma bientôt sans raison, le plongeant dans la dépression. Le cliquetis du chaudron du matin lui rappela la détérioration de son corps et la maladie qui le rongeait. Le soir, il restait allongé dans son lit, écoutant la respiration d'un serviteur à travers le mur de bois, imaginant des murmures de trahison, ce qui alimentait encore sa paranoïa. Dans chaque murmure, chaque regard furtif, les soupçons d'un assassinat planaient. Le palais devenait de plus en plus étouffant, tandis que la lueur des bougies tremblait dans la salle du conseil, projetant des ombres ondulantes sur le visage d'Henri tandis qu'il examinait des piles de papier, chaque point, chaque trait d'encre semblait un pacte secret entre ennemis. Il soupçonnait que les coupes offertes par les courtisans étaient empoisonnées et voyait dans le sceau de chaque lettre entrante la preuve d'un coup d'État. Des événements banals se transformaient en vaste conspiration dans son esprit, le laissant prisonnier d'un vaste réseau de méfiance. La confiance érodée, la confiance avait disparu. Henri ordonna d'abord l'interrogatoire de ses proches, les gardes du palais, son juge en chef et son secrétaire particulier. Ils furent soumis à d'interminables interrogatoires. Parfois, au milieu de la splendeur des appartements royaux, sous le regard consterné des dames d'honneur, chaque réponse précipitée ne faisait qu'alimenter les nuages de suspicion dans l'esprit d'Henri, le poussant vers une logique insensée. Si je ne peux compter sur mes proches, il semble que tout le monde devienne mon ennemi. Dans un accès de colère, le roi Henri découvrit une trahison chez Sir Thomas More, son confident et sommité intellectuel, lorsque celui-ci refusa de le reconnaître comme chef suprême de l'Église d'Angleterre. Ce qui était autrefois une vertu respectée apparut désormais comme une défiance aux yeux d'Henri. Un simple refus poli déclencha un procès secret. Dans la salle d'audience sombre et faiblement éclairée, More siégea à la barre des témoins, affrontant la colère du roi. L'interrogatoire fut bref, mais tendu, la voix basse et dure du roi exigeant sa loyauté. More ne répondit qu'avec les paroles de sa conscience. À cet instant, la force brute l'emporta sur la raison, conduisant à la signature de l'arrêt de mort. Thomas More ne fut pas le seul à souffrir. De nombreux courtisans, commandants et nobles alliés, autrefois aux côtés d'Henri, tombèrent sous la hache du bourreau.
Entre 57 000 et 72 000 âmes périrent sous les épées des soldats, parmi lesquels des habitants, des fonctionnaires, des enfants et des personnes âgées. Avant chaque exécution, Henri revêtait ses habits royaux, s'asseyait sur son trône, scrutant la foule terrifiée d'un regard froid comme l'acier, déclarant « Aucun pouvoir n'est toléré ici, hormis ce trône ». Le lieu d'exécution de la Tour de Londres devint un spectacle terrifiant, où les courtisans, la voix rauque sous les acclamations, se bousculaient. Henri se tenait près de l'échafaud, sa cape flottant au vent sans pitié ni sourire, avec une odeur de sang frais mêlée de poudre à canon et de charbon ardent qui s'imprégnait dans la mémoire de tous. Dans ces moments les plus macabres, Henri trouvait un moment de tranquillité, persuadé que seule la peur pouvait protéger le trône des ombres qui le guettaient. La nuit, lorsque le palais était plongé dans l'obscurité, Henri trouvait souvent la solitude dans une chambre retirée. Une lampe solitaire projetant sur lui sa lumière vacillante, il baissait la tête, persuadé que ses exécutions étaient une tâche sacrée. Malgré l'obscurité croissante de son obsession, le soupir lugubre du vent à travers les volets résonnait comme les murmures de 1000 âmes. Le sang était le seul moyen d'éradiquer les germes de la rébellion, mais ces murmures lui rappelaient aussi les innombrables vies innocentes perdues sous ce poids. Henri savait qu'une justice baignée de sang ne pouvait durer éternellement, mais sa paranoïa avait fait de lui son propre ravisseur. Personne ne pouvait le consoler, personne ne pouvait défaire les chaînes de son esprit. Chacun de ses pas lourds était teinté de culpabilité. Chaque inspiration avait un goût de fumée et de chair carbonisée, rappel constant que son pouvoir avait été payé au prix du sang. La vie politique anglaise s'effondrait de jour en jour, transformant la cour en une lutte pour la survie. Henri ne comptait plus sur les cérémonies ou la loi, mais uniquement sur l'acier froid de la hache du bourreau. La douce lueur des bougies dans les couloirs du palais devint maladive. Les murs finement sculptés semblèrent jaunir tandis qu'il s'agenouillait sous la rage du tyran. Dans la pénombre, les livres de droit d'Henri lui échappèrent, perdus dans l'ombre. Après avoir survécu à une longue nuit de suspicion et de colère brutale, nous revisitons l'histoire tragique de la sixième vérité, Catherine d'Aragon, la reine autrefois douce et délaissée. Malgré des décennies de dévouement indéfectible, celle qui était autrefois incarnée par la vertu et la beauté ne parvenait plus à conquérir le cœur du roi, consumé par sa soif de pouvoir. Dans les premières années de leur union, Catherine d'Aragon était célébrée comme un modèle de sagesse à la cour des Tudors. La joie résonnait dans les salles du palais tandis qu'elle honorait les banquets, une rose à la main, ses jupes de soie flottant derrière elle. Des hautes tours du château au jardin fleuri, elle rayonnait tel un lotus au milieu du marais de la noblesse. Tous admiraient sa nature compatissante, tandis qu'elle réconfortait les eunuques, apaisait les enfants orphelins et prenait soin des malades dans ses appartements opulents. Cependant, une obsession persistante de donner naissance à un héritier mâle jetait un sombre voile sur ces temps idylliques. Catherine enfanta après enfant. Marie, sa fille unique, devint sa plus grande fierté. À chaque naissance d'une fille, l'espoir d'Henri de trouver un prince s'amenuisait, se dissipant comme les couleurs d'un portrait. Le palais se tut, la musique festive remplacée par l'écho d'un cœur vide, par une froide journée d'automne. Catherine resta dans son pavillon isolé, la main tremblante autour du tambour à broder. La lumière du soleil filtrait à travers le treillis, dessinant de fines lignes sur le mur. Pourtant, en elle, il n'y avait que trouble et effroi. Elle contempla la roseraie, encore en fleurs, mais se sentit pétrifiée. Son espoir disparut. Elle se souvenait du jour de son mariage lorsque les tambours triomphants résonnaient et qu'elle pensait que l'amour serait aussi inflexible que la pierre, sans jamais imaginer qu'il se dissiperait comme le brouillard matinal. Mais il y avait eu ce jour difficile où Henri annula officiellement leur mariage. Catherine s'effondra dans la cour, le vent hurlait à travers les colonnes, imitant le cri de la justice trahie. Les courtisans se tenaient de silencieux de chaque côté, le souffle coupé, regardant la femme qui avait donné sa vie chassée du centre du pouvoir. On avait l'impression que le monde avait été déchiré, à moitié consumé par des ténèbres implacables, l'autre moitié baignée d'une faible lumière incapable de dissiper la cruauté. Ils enfermèrent Catherine dans le palais de diamants humides, aux murs tachés de moisissures et aux fenêtres étroites, ne donnant que sur une cour désolée. Jour après jour, elle s'asseyait à une table de pierre, tamponnant son livre d'heures de larmes, les yeux rouges comme si elle aspirait à un miracle. Des domestiques lui apportèrent des repas, mais elle n'y prenait aucun goût. Chaque bouchée de pain avait un goût de trahison. Son esprit se fragmentait en 1000 morceaux, flottant comme des feuilles d'automne au vent. Catherine, à la fois emprisonnée et publiquement déshonorée, sentait son nom résonner avec mépris dans les cérémonies de la cour. Ne supportant pas un prince, sa dignité de reine était remise en question. Sous la lueur des torches, elle se tenait seule au milieu de la cour rassemblée.
Un voile drapé sur ses épaules ne parvenait pas à dissimuler le torrent de larmes qui coulait sur son visage. Chaque larme portait le poids d'une confiance trahie et l'humiliation d'avoir été renvoyée comme si sa robe de mariée était démodée. Nuit après nuit, Catherine était allongée sur un lit de bois branlant, la tête posée sur un oreiller glacial. Le murmure du vent à travers les volets clos semblait être un écho du passé. Autrefois reine, autrefois chérie, elle manquait de courage pour reconquérir son titre. Au lieu de cela, elle n'entendait que les lourds soupirs de son propre cœur. Chaque battement était lié par le destin. Le monde qui l'entourait reflétait l'âme de Catherine. Dans la paisible roseraie, à l'extérieur du palais, des pétales éparpillés, symboles d'une jeunesse fanée, servaient de rappel. Les vieilles colonnes de pierre couvertes de mousse se dressaient avec audace, symbolisant la barrière entre elle et le trône. À la tombée de la nuit, les rayons du soleil déclinant dessinèrent la silhouette solitaire de Catherine sur un fond de puissance et d'abandon. Son désir de voir le rire de Marie revenir, de voir sa fille grandir, résonnait dans son désir. Mais Henri avait confisqué ces précieux moments en famille. Des tableaux représentant la mère et la fille étaient accrochés, tristes, dans la chapelle. Une rafale soudaine faisait frémir le portrait de Marie, comme si elle attendait le retour de sa mère. Catherine se surprenait souvent à contempler ce portrait, les larmes brouillant l'encre, le cœur brisé par leur séparation. Pourtant, en elle persistait une lueur d'espoir que sa dignité humaine ne périrait jamais complètement. En apprenant que le statut de princesse de Marie avait été réaffirmé, Catherine esquissa un léger sourire. Malgré sa destitution, Catherine conserva son rôle de mère de l'unique héritière du royaume, un respect que nul ne pouvait lui enlever. Finalement, Catherine quitta le palais glacial pour rejoindre son lieu d'exil, tout en écrivant une lettre à Marie. « Gardez votre cœur plein de compassion. Ne laissez pas le pouvoir endurcir cruellement votre esprit. » Ce tendre message, une fois scellé, s'envola hors des portes du château tel un papillon vulnérable survolant les fortifications de pierre et s'élevant au-dessus du chagrin de Catherine. Notre récit se poursuit avec la 7e vérité, la tragédie d'Anne Boleyn, la traîtresse, dans la faible lumière de la galerie royale où le portrait d'Anne, souriant aux côtés d'Henri, était suspendu haut. Personne n'avait prévu que cette représentation annonçait le début d'une calamité incurable. Au départ, Anne Boleyn ressemblait à une rose rare s'épanouissant dans le jardin stérile des Tudors. On dit qu'avec seulement quelques pas élégants et un regard captivant, elle a volé le cœur d'Henri VIII si profondément qu'il a défié l'autorité séculaire de Rome. Le palais résonnait. La musique s'amplifiait à chaque festin lorsqu'Anne, délicate et fantomatique comme l'albâtre, entrait aux côtés du roi. La lueur des bougies d'encens sur son front ajoutait un charme supplémentaire, captivant Henri et obscurcissant sa raison. Mais ce furent le pouvoir et le désir qui finirent par empoisonner Henri et Anne. 3 courtes années de bonheur se transformèrent en 3 années où Anne luttait contre les murmures et les calomnies. Désormais, la cour bouillonnait de regards envieux, et même ceux en qui elle avait autrefois confiance cachèrent leurs poignards. Chaque sourire qu'elle portait à Marie, sa fille unique, la loyauté des pêcheurs de la cour se renouvelait, lui rappelant que la beauté et l'esprit n'étaient pas des remparts contre les assauts du pouvoir. La véritable tragédie éclata lorsque Michael Hansen, un éminent fonctionnaire pro-romain, présenta des documents falsifiés à Henri. Une guerre des mots s'enflamma au sein de la maison royale. Anne fut accusée d'adultère par tous les nobles de renom, de Mark Smeaton à son frère, George Boleyn. Des accusations d'inceste et de complot visant à assassiner le roi furent méticuleusement accumulées. Les fausses preuves furent rangées en rang, laissant Henri persuadé qu'elle l'avait trahi jusqu'au plus profond de son être. Le jour de son procès, l'atmosphère devint pesante. Un tribunal fut érigé devant les portes du château. Les courtisans se rassemblèrent en groupes tendus, les yeux rivés sur elle. Vêtue d'une modeste robe noire, Anne monta l'estrade avec assurance, posant délicatement les mains sur la table de bois froide. Elle croisa le regard d'Henri en quête d'une dernière lueur de clémence. Mais Henri devint un juge insensible, assis haut sur son trône, le regard orageux et inébranlable, prêt à abandonner la passion du passé. Lorsque la sentence de mort fut prononcée, les applaudissements qui suivirent résonnèrent comme un marteau brisant le cœur d'Anne. Cette femme autrefois captivante fut qualifiée de traîtresse, condamnée au châtiment le plus dur uniquement pour le désir d'Henri de conquérir Rome. Dans ces derniers instants, Anne s'agenouilla sur l'échafaud, ses cheveux noirs tombant en cascade le long de sa colonne vertébrale et adressa un doux sourire à son serviteur avant de murmurer un dernier mot « En ma foi, je suis innocente ». Un éclair d'acier suivit, mettant fin à sa vie. Ce ne fut pas l'amour, mais les caprices d'Henri qui laissèrent cette cicatrice tragique. Anne, la reine bien-aimée du roi, se transforma en une silhouette spectrale sur les murs du château.
La légende raconte qu'après son exécution, le vent hurla à travers les fenêtres sans protection, tel l'esprit d'Anne se lamentant résonnant dans les couloirs froids. L'histoire d'Anne Boleyn rappelle avec tristesse la nature impitoyable du pouvoir féodal. Celle qui avait autrefois fait naître l'espoir en Marie et poussé Henri à défier l'Église, finit par être la proie des intrigues de la cour royale. Sous le clair de lune, la tour de Londres semble encore porter les soupirs tremblants d'Anne. Un rappel que le cœur de l'empereur contenait non seulement la joie et le pouvoir, mais aussi le vide de la trahison. Après la mort atroce d'Anne Boleyn, le palais vibra momentanément d'un air frais alors que le chagrin régnait. L'exécution injuste de Jane Seymour marqua un nouveau chapitre des malheurs des Tudors, mêlant une lueur d'espoir pour un héritier final à une immense douleur. Silencieuse et modeste, Jane Seymour entra dans la vie d'Henri VIII, telle une brise apaisante au milieu du froid. Elle apporta une rare tranquillité à la cour royale. En ces jours d'automne, Jane se retirait dans les jardins supérieurs où les érables rouges déployèrent leurs feuilles. Là, elle s'asseyait près des buissons de roses blanches, ses cheveux se découpant sur la lumière dorée du crépuscule. À chaque pas posé, l'atmosphère autour du trône se détendait, poussant les courtisans à murmurer « Enfin, le roi a trouvé son âme sœur ». À la naissance du prince Édouard, par Jane, le 12 octobre, le palais résonna de joyeuses cloches et de tambours retentissant dans les anciennes cours, et les cris de « Il vit !» résonnèrent comme une lumière éclatante dissipant les sombres nuages qui planaient depuis longtemps sur la cour. Henri VIII laissa un sourire rare effleurer ses lèvres, ses yeux pétillants de jubilation. Il serra Jane fort contre lui déposant un baiser fervent qui surpassait toute expression d'amour envers. Marie, la princesse aînée, tremblait à ses côtés, stupéfaite d'entendre le nom de son frère proclamé devant tant d'admirateurs. Pourtant, ce bonheur ne dura pas. 12 jours plus tard, Jane tomba gravement malade, sa vitalité déclinant. Le palais semblait trembler tandis que les infirmières se précipitaient et que des murmures d'inquiétude remplissaient les couloirs 24 heures sur 24. Ils utilisèrent bien des linges humides et la frictionnèrent avec des baumes aux herbes, mais ne purent empêcher les terribles complications de l'accouchement. Son sang tachait les luxueux draps de soie et son faible cœur cessa de battre. Avec la grâce délicate d'une rose blanche fanée, Jane rendit son dernier souffle dans les bras brisés d'Henri. Ensuite, Henri revêtit un vêtement noir, son chagrin plus profond que jamais. Nombreux étaient ceux à la cour qui baissèrent la tête, reconnaissant Jane Seymour comme la seule épouse dont la mort avait véritablement attristé Henri. Chaque après-midi, il se rendait sur sa tombe dans le jardin de la chapelle Saint-Robert, y déposant des roses blanches, ses fleurs préférées. Des bougies vacillaient près de sa tombe, et le vent en atténuait le bruissement, comme pour une révérence silencieuse envers la défunte. Cependant, au milieu des éloges et des larmes, des murmures malveillants surgirent. Certains murmurèrent que Jane avait simplement eu la chance de mourir prématurément, épargnée d'être une autre victime de l'ambition royale. Ils suggérèrent que si elle avait survécu plus longtemps, Henri se serait vite lassé et aurait cherché un autre successeur, comme ce fut le cas pour Catherine et Anne. Ils pensaient que le chagrin manifesté par Henri n'était qu'un remords passager, et non une affection durable. Après ces nuits solennelles, le palais résonna à nouveau de musique, et l'on entendit les pas d'une nouvelle reine, tandis que le cycle du pouvoir se poursuivait sans relâche. Dans l'esprit de Catherine, Anne et Jeanne, le pouvoir était perçu comme une bête vorace. Il consumait la loyauté, l'amour et même la vie de ceux qu'il prétendait protéger. Jeanne, qui avait autrefois offert l'espoir à la dynastie Tudor, n'existe plus que comme une histoire fugace. On raconte que, les nuits de pleine lune, des pétales de roses blanches flottent encore dans les flaques d'eau devant la tombe de Jeanne, rappelant qu'à cette cour, les émotions personnelles n'ont pas leur place. La mort de Jeanne suscitera à jamais des interrogations sur la sincérité et la valeur de l'amour sous un régime oppressif. Henri a-t-il vraiment pleuré? Ou a-t-il seulement pleuré la perte de la clé de son pouvoir? Dans le majestueux sanctuaire de Saint-Douanet, les cloches de Georges sonnent lugubrement chaque mois d'octobre. On vient lui rendre hommage et on se retire en silence, empreint d'une tristesse inexprimée qui peine à se dissiper après la disparition injuste de Jane Seymour lorsque la cour des Tudors fut frappée par une nouvelle calamité. 9e vérité, l'esprit adolescent de Catherine Howard. À seulement 17 ans, elle devint la 5e reine d'Henri VIII, incarnant l'espoir de raviver l'affection du roi. Cependant, après quelques mois de joie, elle trouva la mort à 19 ans et des rumeurs circulèrent sur ses hantises dans les salles de la cour de Hampton. Catherine Howard, implorant la compassion, entra dans la vie d'Henri avec douceur, tel un zéphyr d'été, ses cheveux étincelant d'or à la lueur des bougies, sa peau aussi impeccable que du marbre poli, rajeunissant l'esprit juvénile d'une cour tachée de sang.
Les rires résonnèrent dans le palais lorsqu'elle se tint à côté du roi, ses tresses ondulées effleurant ses épaules, une robe en soie transparente révélant subtilement sa forme éthérée. Henri, qui avait enduré tant de souffrances et de trahisons, semblait ignorer ses blessures sous le regard candide de Catherine, mais cet ange délicat ne put résister longtemps à la cour royale. À peine 6 mois après leur mariage, Catherine fut reconnue coupable d'adultère avec Thomas Culpeper, l'un des gardes les plus fidèles du roi. Le scandale choquant engloutit rapidement tout le royaume. La rumeur raconte qu'elle fut surprise en flagrant délit dans une chambre secrète, les yeux exorbités de terreur sous la lumière tremblante des lampes, ses supplications réduites au silence par le bruit des pas étouffés devant la porte. Henri, désormais blasé par la trahison, ressentit la blessure de cette infidélité comme un coup de poignard dans son honneur. Malgré les larmes et les supplications de Catherine, il ne manifesta aucune pitié, résolu à punir sa disgrâce. Henri ordonna aussitôt un procès rapide, le palais lourd d'une atmosphère oppressante, chaque colonne enveloppée de manteaux de deuil, les bougies projetant une épaisse fumée, chargée de l'odeur âcre du désinfectant. Dans la salle d'audience, entendant « non » à sa demande de vie, Catherine s'inclina à la barre, les épaules tremblantes comme des feuilles délicates. Elle balbutia des supplications, les yeux brillants de larmes, comme si elle doutait de sa capacité à porter le lourd fardeau de la couronne qu'elle portait. Cependant, Henri, assis tout en haut sur son trône majestueux, signa l'ordre d'exécution dans un silence assourdissant, le cœur apparemment engourdi par ses trahisons répétées. Le jour de son exécution, l'échafaud et sa lame de fer froide l'attendaient dans la cour de Hampton Court, les courtisans debout en silence, le visage pâle d'effroi à la vue du destin imminent. Catherine, vêtue d'un modeste linceul blanc de deuil, fut conduite au billot. Elle s'agenouilla, jetant un dernier regard au palais scintillant qui résonnait de la joie royale quelques mois plus tôt. Elle murmura sa dernière prière d'une voix tremblante « Entre vos mains, Seigneur, je remets mon esprit ». Un bref instant plus tard, la lame descendit et le vent se lamenta doucement sur le jeune homme désormais réduit en cendres. Depuis ce jour, on murmure que l'esprit de Catherine Howard n'a jamais trouvé la paix. Dans le silence de la nuit, des apparitions fantomatiques parcourant les couloirs de Hampton Court, longent les fenêtres bordées de fleurs, laissant derrière elles un léger parfum de fleurs de pêcher, son parfum préféré. Ces supplications déchirantes, portées par les froides arches de pierre, sont à peine audibles. « Ayez pitié de moi, s'il vous plaît », semant la terreur chez quiconque s'y aventure. L'histoire de la décapitation de cette jeune femme rappelle avec acharnement la cruauté de la cour. Henri VIII, qui avait autrefois détruit l'ordre religieux pour épouser Anne Boleyn, n'hésita pas à décapiter cette jeune fille innocente sur la foi de simples murmures. Sous le pouvoir et la grandeur du trône se cachait un gouffre de chagrin personnel où un simple regard pouvait précipiter une vie dans la damnation. À la lumière vacillante de la nuit, l'ombre de Catherine danse sur les murs de briques humides. Ses cheveux d'or, autrefois un halo glorieux, sont dispersés par le vent, ses traits tendres brouillés par les larmes. Quiconque ose gravir la rampe d'escalier après minuit entend le murmure d'une robe blanche glissant sur le sol de pierre, un concentré de désespoir humain lié à ce couloir. Alors que le voile mélancolique qui entourait Catherine Howard ne se dissipait pas encore, la cour des Tudors fut une fois de plus frappée par une nouvelle vague de chagrin. Le fait numéro 10 relate l'humiliation publique d'Anne de Clèves, tandis qu'Henri VIII, déjà accablé par le chagrin et la tromperie, illustre maintenant comment le pouvoir peut se transformer en une arme pointée directement sur celle qu'on appelait autrefois épouse. J'ai 7 ans. Au début, Anne de Clèves n'existait avant Henri que dans des portraits peints. Elle semblait gracieuse et raffinée, ses traits délicats, dignes d'une reine, aspirant à un amour nouveau. Après de nombreuses pertes, Henri consentit au mariage d'un simple regard. Le 6 janvier, Iten by Sussur, ils se marièrent lors d'une cérémonie fastueuse à Greenwich. Les tambours résonnèrent dans la grande salle, Anne resplendissant dans une robe ornée d'or, son doux sourire apportant un nouvel optimisme pour le royaume. Tout changea après leur rencontre à Windsor lorsque Henri descendit du bateau dans la lumière hivernale de Whitehall et aperçut Anne parée de son habit de cérémonie. Il lança spontanément une remarque acerbe « Elle est aussi laide qu'un cheval flamand ». Le silence retomba dans le palais. Des rumeurs circulaient dans tous les couloirs. Son sourire radieux se figea et son teint de porcelaine parut soudain pâle et indifférent. La dérision d'Henri ne s'arrêta pas aux mots. Il obligea Anne à se présenter devant la cour dans la grande salle. Dès son ascension sur l'estrade, 1000 regards curieux et dédaigneux la scrutèrent. Chuchotements et rires moqueurs résonnèrent dans la salle. Perché sur son trône, Henri semblait savourer une cruelle exhibition de sa propre création. Chaque pas d'Anne était comme une nouvelle atteinte à son amour-propre.
Elle était réduite à l'état d'objet de ridicule au milieu de la grandeur royale. Même en annulant le mariage après seulement 6 mois, Henri refusa de laisser Anne partir sans se faire remarquer. Il exigea qu'elle annonce publiquement l'annulation de leur mariage. Le décret royal, portant la mention parce que son apparence ne correspondait pas au portrait, fut signé et diffusé dans toute l'Angleterre. Il rappela brutalement que quiconque osait tromper le trône s'exposerait aux moqueries publiques. Cependant, Anne de Clèves évita les fins désastreuses d'Anne Boleyn et de Catherine Howard. Ne pouvant dissimuler son embarras, elle s'installa au château de Hever, où un panneau indiquait « Anne, princesse de Clèves, ex-épouse d'Henri VIII ». Cela força chaque visiteur à une reconnaissance maladroite, car sa nouvelle demeure manquait de grandeur et ne lui offrait que les vestiges d'un amour déçu. Anne fit preuve d'une grande dignité au milieu du scandale, préférant l'acceptation à l'amertume. Elle accepta toutes les conditions, recevant une généreuse compensation, le titre honorifique de sœur du roi et des invitations aux événements royaux. Anne faisait preuve d'une grâce posée, rendant fréquemment visite à la famille de Tudor et était louée pour sa confiance en soi et sa bienveillance malgré l'embarras public. On murmurait qu'à chaque apparition d'Henri à la cour, les reines Marie et Élisabeth s'inclinaient respectueusement devant Anne. Même la regrettée Catherine Howard était évoquée avec révérence. Anne en vint à symboliser la clémence dans une cour impitoyable, démontrant que même sous le poids du pouvoir, l'humanité ne périt pas. Lors des nuits calmes, où le palais était silencieux, certains affirmaient avoir vu Anne jeter un coup d'œil derrière un rideau, une tasse de thé à la main et un léger sourire comme pour dire « Je vais bien et je vous invite à vous recueillir ». Son rire doux et le parfum subtil des pivoines, sa fleur préférée, flottaient à travers la fenêtre, suggérant que la disgrâce publique ne pouvait ôter la dignité véritable. À la lumière de l'humiliation publique infligée par Henri VIII à la douce reine Catherine, nous nous penchons sur une révélation plus troublante. La vérité née XI concernant son projet incestueux avec son fils illégitime. Poussé par des rêves déçus et une malédiction dynastique, Henri VIII envisagea de légitimer et de marier son bâtard reconnu, Henri Fitzroy, à sa seule fille légitime, Marie. Cette idée qui fit fureur à Rome illustre jusqu'où le roi des Tudors était prêt à aller contre toute norme morale pour un héritier mâle. Après la triste disparition de ses fils légitimes, Édouard et d'autres, morts en bas âge, Henri VIII sentit la lignée des Tudors au bord de la disparition. Il avait déjà séparé l'Angleterre du pouvoir papal pour divorcer de Catherine d'Aragon et trouver un successeur masculin. Cependant, la santé d'Édouard se détériorant et la mort approchant, même cette rupture significative lui parut insuffisante. En 1525, Henri Fitzroy, fils reconnu d'Élisabeth, Bessie Blount et d'Henri VIII, émergea dans un climat d'appréhension et d'ambition. Il reçut les titres de duc de Richmond et de Somerset, ainsi que de vastes terres et honneurs. Cette arrivée fut une lueur d'espoir et un rappel douloureux que le mariage d'Henri n'avait jamais donné naissance à un héritier malsain à la fin de 1532. Les rumeurs allaient bon train. Si Édouard mourait, Fitzroy, seul fils légitime de la lignée d'Henri VIII, parviendrait-il à assurer la succession? Pire encore, la rumeur courait qu'Henri envisageait une union incestueuse entre Fitzroy et Marie Tudor, sa fille légitime avec Catherine d'Aragon. Un tel mariage non seulement unirait les deux branches de sa lignée, mais garantirait également le maintien de la couronne sur un homme, même en cas de naissance hors mariage. Cette proposition consterna les observateurs contemporains, mais sa présentation aux cardinaux à Rome souligne la détermination inébranlable d'Henri. En 1636, la santé d'Henri se détériora, le poussant à envoyer des émissaires au Vatican pour obtenir une dispense papale concernant ce mariage déplaisant. La papauté, soucieuse de conserver un certain contrôle sur les affaires anglaises, malgré le schisme, étudia secrètement la proposition. Des documents font état d'une correspondance entre Thomas Cromwell, principal conseiller d'Henri, et de hauts dignitaires religieux italiens discutant de la justification d'une union incestueuse dans des circonstances extrêmes. Ces échanges révèlent le mépris remarquable pour la morale chrétienne qu'Henri était prêt à accepter. Même la jeunesse vigoureuse de Fitzroy, alors adolescent, ne parvint pas à atténuer la répulsion suscitée par un tel projet. Marie, à peine âgée de 10 ans, aurait été contrainte d'assumer un rôle incompréhensible. Les ecclésiastiques et les nobles anglais apprirent le projet par des conversations chuchotées dans des espaces confinés. Nombreux furent ceux qui tremblèrent sous le règne d'Henri. Rares furent ceux qui le contestèrent directement, mais des rumeurs dissipèrent les dernières prétentions de bienséance à la cour des Tudors. L'idée d'unir le fils illégitime d'un père à sa propre fille défiait toutes les normes religieuses, politiques et familiales. En 1539, la santé de Fitzroy commença à se détériorer. Il succomba à la tuberculose, ce que les médecins Tudor appelaient phtisie,
à l'âge de 17 ans en juillet 1536. Sa disparition prématurée évita à l'Angleterre un scandale monarchique impliquant un inceste. Henri, endeuillé mais calculateur, abandonna rapidement le projet après la mort de Fitzroy. Cependant, la mauvaise humeur de la proposition persista. Dans les mois qui suivirent, Henri repensa à des alliances étrangères et à de nouveaux mariages, comme si chaque nouvelle épouse pouvait effacer ses souvenirs les plus sinistres. Des rumeurs à la cour supposaient qu'Henri ne se serait jamais vraiment remis de la disparition de Fitzroy. Les portraits représentant le jeune duc paré de ses habits ducaux furent discrètement retirés des galeries. Ses tombes, dans l'église Saint-Michel de Lambeth, demeuraient les témoins silencieux d'une promesse non tenue. Pendant ce temps, Marie vivait une vie marquée par l'évolution des lois sur les successions et la révision des statuts. Sa légitimité, parfois remise en question par les plans désespérés de son père pour un héritier mâle, l'observait depuis ses appartements tandis qu'il déployait tous les efforts possibles pour créer un souverain mâle. Dans les années précédant sa mort, Henri songeait amèrement au bref réconfort que Fitzroy lui avait apporté. « Il était ce qui se rapprochait le plus d'un fils digne de mon nom », aurait-il déploré. Pourtant, même cette dynastie temporaire née d'une maîtresse, et non d'une reine, se révéla éphémère. À la mort de Fitzroy, Henri sombra dans un désespoir qui survécut à de nombreux mariages ultérieurs. Ses conseillers aussi comprirent la leçon. Un pouvoir sans limite morale mène rapidement à des excès destructeurs. En se penchant sur l'histoire, les historiens reconnaissent cette proposition incestueuse comme l'apogée de l'obsession dynastique d'Henri. L'Europe du XVIe siècle a failli assister à une couronne royale passant par l'inceste, non seulement en raison d'une ambition démesurée, mais aussi d'une rupture de la morale. Autorisé par des dispenses papales, cet acte représentait la trahison ultime de la famille et de la foi. L'abandon du projet par la mort n'en atténue pas la terreur. Il souligne au contraire à quel point l'Angleterre des Tudors a failli mépriser les fondements mêmes de la morale chrétienne. La Vérité 12 révèle un autre aspect du règne d'Henri. Son massacre de parents et d'alliés, poussé par la paranoïa et une soif de pouvoir débridée. Au-delà de ses mariages malheureux et des exécutions d'épouses bien-aimées, Henri VIII a jeté un regard impitoyable sur sa propre lignée et ses anciens amis. En 1541, le roi Henri s'en prit à la princesse Marguerite Pole, comtesse de Salisbury âgée de 7 ans et dernière descendante de la dynastie Plantagenet. Sa lignée aurait pu devenir le point focal de toute opposition au règne des Tudors et sa loyauté indéfectible envers Catherine d'Aragon et l'ancienne foi déstabilisa un roi déjà en proie à une obsession conspiratrice. Il fut arrêté pour trahison douteuse et détenu à la Tour de Londres pendant plus de 2 ans. Son seul délit étant son droit d'aînesse, elle fut rapidement traduite en justice devant un tribunal fictif. Marguerite fut condamnée à mort, un bourreau inexpérimenté et expéditif lui infligeant 11 coups brutaux avant de la décapiter. Une épreuve si horrible que des témoins décrivirent ses derniers instants comme un témoignage de martyr de la cruauté d'Henri. La mort de Marguerite témoigna de la volonté d'Henri d'éliminer le sang royal, tandis que le sort de Sir Thomas More souligna qu'aucun sujet loyal n'était à l'abri s'il refusait de reconnaître la domination du roi. Réputé pour son érudit, son humanisme et son intégrité, l'éminent Lord Chancelier avait bâti sa réputation. Sa réticence à soutenir l'acte de suprématie et à reconnaître Henri IV comme chef de l'Église d'Angleterre le qualifia d'adversaire de l'État. En 1535, il fut appréhendé, emprisonné à la Tour de Londres et soumis à de longues pressions. Son procès, une parodie de justice, l'accusa de trahison pour avoir rejeté l'autorité spirituelle du roi. Il fut condamné pour des accusations sans fondement. Le 6 juillet, Thomas More, debout sur l'échafaud de Tower Hill, s'adressa à la foule avec une dignité posée, déclarant qu'il était mort en fidèle serviteur du roi. Pourtant, Dieu le précéda, la hache s'abattit et sa tête roula au pied d'un monarque qui considérait une telle intégrité comme une menace mortelle. Le traitement cruel infligé par Henri IV à Margaret Pole et à Thomas More révèle comment un pouvoir incontrôlé, combiné à la paranoïa, peut engloutir même ceux qui étaient autrefois proches du sanctuaire de la cour. Par sa naissance et sa conscience, Marguerite représentait respectivement un danger intangible et un dilemme éthique. Dans les 2 cas, Henri renonça à toute compassion pour sa propre domination. L'exécution d'une grand-mère de 76 ans et la décapitation de l'un des esprits les plus brillants d'Angleterre véhiculèrent un message terrifiant. Ni la position, ni l'âge, ni la loyauté passée ne pouvaient protéger un individu de la fureur du roi. De plus, ces purges éradiquèrent les derniers lambeaux de confiance entre le monarque et ses sujets. Les familles nobles, témoins de la chute de Marguerite Pole, comprirent que l'ascendance n'était pas un gage de sécurité. En tant que courtisan, je compris que la résistance et la chute de More signifiaient que la loyauté envers le roi exigeait non seulement une obéissance politique, mais aussi une soumission spirituelle. La Tour de Londres,
autrefois symbole de la protection royale, se transforma en palais de justice Tudor, résonnant des cris de ceux condamnés pour rien d'autre que des liens familiaux ou des convictions inébranlables. Vers la fin de son règne, Henri VIII réduisit les rangs de ses sages conseillers et élimina presque complètement la revendication des Plantagenets qui menaçaient auparavant son trône. Ces dernières années furent marquées par la crainte de complots réels ou supposés. Encerclée par des flatteurs qui n'osaient donner de conseils de peur de perdre la vie, l'Angleterre se retrouva sous sa domination, politiquement consolidée mais spirituellement fragmentée. La société fut marquée par le spectacle d'un roi se métamorphosant, passant du statut de père affectueux à celui d'exécuteur testamentaire impitoyable. En un clin d'œil, traversant 25 années tumultueuses de l'un des règnes les plus infâmes d'Europe, notre exploration des 12 sombres vérités sur Henri VIII a dressé le portrait tragique d'un homme dont le pouvoir absolu l'a transformé en monstre. Prince, autrefois admiré pour son physique athlétique et ses capacités exceptionnelles, il sombra encore davantage dans la paranoïa, tourmenté par son obsession pour un héritier mâle et la blessure non pensée de cette joute fatale. Chaque chapitre sombre met en scène la décadence, de la putréfaction et de la gangrène à l'obésité grotesque et à l'exploitation incestueuse d'une progéniture illégitime. Tous ces chapitres démontrent comment un pouvoir sans entrave peut anéantir l'humanité et précipiter son détenteur dans un abîme sans fin. Notre voyage a commencé par la vision glaçante du cadavre d'Henri VIII, boursouflé et nauséabond, rappelant avec amertume qu'aucune puissance humaine ne peut outrepasser les lois de la décomposition naturelle. Ensuite, nous avons contemplé la douloureuse blessure à la jambe qui résonnait pendant des nuits blanches, un corps héroïque transformé en un corps obèse, chaque mouvement étant un chant funèbre de douleur. Nous avons plongé dans son chaos mental, où la folie et la fureur meurtrière le tournaient contre ses amis et ses proches. 15 épouses et héritières potentielles, dont Catherine d'Aragon répudiée après 20 ans de dévouement, Anne Boleyn accusée à tort et exécutée, Jane Seymour mourant en couche sous les applaudissements, Catherine Howard décapitée à 17 ans et Anne de Clèves publiquement humiliée 6 mois plus tard. Nous avons examiné les 2 projets les plus odieux d'Henri. Le mariage incestueux envisagé entre son fils illégitime, Henry Fitzroy, et sa fille Marie, et l'anéantissement de ses sujets loyaux. Le plus effrayant fut l'exécution de la princesse Margaret Pole, âgée de 76 ans, après 11 coups, et celle de Sir Thomas More, modèle d'intégrité morale qui choisit la foi plutôt que le mandat royal. Rétrospectivement, le thème de la tristesse semble récurrent. Henri VIII n'était pas seulement un despote impitoyable, mais l'incarnation du pouvoir débridé, véritable tragédie humaine. Le prix de l'immortalité dynastique d'Henri VIII ne fut pas seulement un amas d'ossements, mais la solitude écrasante d'un roi qui avait perdu son existence spirituelle, sa confiance et finalement son humanité. Au crépuscule de sa vie, Henri VIII rendit son dernier soupir dans une pièce faiblement éclairée, le corps meurtri par la maladie, des blessures infectées et une obésité effroyable. Son départ ne fut accompagné d'aucune larme, seulement de terreur et de méfiance. Son corps devint plus qu'une relique. Il devint un avertissement sur les limites du pouvoir et la vulnérabilité de l'homme face au destin. Alors que nous concluons cette sombre histoire d'un souverain au sommet du pouvoir, nous devrions nous demander quelle leçon Henri VIII nous donne-t-il ? C'est une leçon glaçante. Un pouvoir sans limite ne devrait jamais être accordé à un seul individu. Lorsque l'ambition échappe aux entraves de la conscience, de la justice ou de la morale, elle se transforme en une bête invisible, impitoyable et inflexible. L'histoire d'Henri VIII nous rappelle l'importance de maintenir un équilibre entre pouvoir, responsabilité, confiance et scepticisme, ainsi que passion et raison, lors de la construction des structures politiques et du choix des dirigeants. Nous devons toujours nous souvenir des terribles leçons de notre passé. En limitant l'autorité par la loi, la morale et l'empathie, nous pouvons peut-être éviter de telles catastrophes. Si cette vidéo vous a été instructive, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits historiques captivants et partager vos réflexions ci-dessous. Dites-nous quel aspect de la vérité sur Henri VIII vous a le plus marqué et quelles leçons sur le pouvoir et la nature humaine vous en avez tiré pour votre exploration personnelle.